Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que après la création du magazine littéraire qui m'a pris une partie de l'été, j'étais un peu fatiguée et je voulais lire plutôt pour mon plaisir. Donc je vous remontre encore le magazine littéraire qui va sortir le 22 août. Je sais que j'avais dit qu'il sortirait le 15, mais les frais de... pas les frais... enfin, le temps d'impression est plus long que ce que je pensais, donc je vais les recevoir la semaine prochaine. Et je les enverrai déjà à ceux qui l'ont précommandé. Et voilà. Je vous rappelle que dedans j'ai deux interviews, une de Mohamed Mbougarsar et une de Joy Majdalani. Je parle, j'ai un dossier sur le business model de l'auto-édition, sur le chien en littérature, sur plein d'autres sujets. Enfin, il y a aussi la vidéo que j'avais faite sur Welbeck que j'ai expurgée un peu que j'ai un peu condensée pour répondre vraiment à la problématique sur le couple. Et voilà, il y a des textes d'auteurs aussi, il y a plein de choses. Je vais pas en parler plus longtemps, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet mardi, je crois, quand je le recevrai. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? De la rentrée littéraire, avec le premier roman que je lis, enfin non, le deuxième, puisque j'avais déjà parlé du Chien des étoiles de Rouchamboury, qui est sorti aux éditions du Tripode, que j'ai pas vraiment aimé, mais que vous pouvez lire. Et aujourd'hui on va parler de Lilia Hassen, Panorama, que je n'ai pas terminé, puisqu'en fait c'est une sorte de vlog littéraire qu'on va faire. Ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est que ce qui est amusant en fait, c'est l'image que renvoie Lilia Hassen. Comme vous le savez certainement, elle travaille au quotidien, elle est journaliste, elle fait souvent des chroniques plutôt politiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant pour commencer? C'est que malgré ses études, je trouve que Lilia Hassen, peut-être qu'elle s'est améliorée, j'en parlerai plus tard, mais il n'y a pas beaucoup de matière, il y a pas, pour quelqu'un qui aime vraiment la littérature, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce roman. Au niveau du style en tout cas, pour l'instant au niveau de l'intrigue je trouve que c'est un peu, je dirais, très Letellier, dans la même lignée un peu que Hervé Letellier, l'Anomalie, puisque c'est une sorte de dystopie, quelque chose de science-fiction. Depuis que Letellier a eu son concours, je crois qu'il y a pas mal d'auteurs qui essayent de se mettre dans la même veine, il y avait Nathan Dever l'an dernier. Et pour l'instant, c'est plutôt mauvais, ou en tout cas médiocre. Dans le sens où, je me rappelle que le livre que j'avais commenté d'elle, je l'ai pas fait sur cette chaîne, mais je l'avais fait quand j'avais fait le concours il y a 2 ans. D'ailleurs, elle va se faire tellement y être cette année aussi. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de clichés de langue, qu'elle parlait vraiment par phrase toute faite, par expression toute faite. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'elle a arrangé. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment trop de clichés, ou en tout cas très peu. Donc ça, c'est un bon point. Je trouve que c'est quelque chose qui est... Elle a enlevé ce qui est vraiment mauvais dans la littérature. Mais par contre, elle n'a pas encore... Elle n'est pas encore... C'est pas encore une littérature vraiment nourrie. Il n'y a pas quelque chose... En fait, c'est pas parce que tu enlèves le mauvais que ça va devenir bon. Et c'est très moyen dans le sens où ce n'est pas, ça se lit, quoi. C'est fluide, comme diront beaucoup de chroniqueurs, je pense. Mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête sur une phrase, qu'on a envie de la noter, qu'on a envie de la savourer, quoi. Tout glisse très rapidement, très facilement, et il y a une certaine efficacité, et comme je l'avais déjà dit, je sais plus pour la Blackwater ou un truc comme ça, pour moi l'efficacité, trop d'efficacité, c'est le contraire de la littérature. Dans son cas, par exemple, il y a beaucoup de tics un peu journalistiques. Par exemple, à un moment, elle parle d'une femme. Donc son point de vue, c'est vrai que c'est une flic, donc c'est peut-être pour ça que c'est écrit comme ça. Ou elle met, elle a refusé d'obtempérer, ou ce genre de choses. Et, et en fait, je pense que ça ressemble vraiment à ce qu'un journaliste écrirait à ce moment-là, quoi. On n'a pas vraiment de plaisir, on n'a pas de texture dans le texte. De sous-couches par exemple, de thématiques, de trucs comme ça. C'est vraiment la simplicité, elle fait le job quoi, mais elle le fait d'une manière scolaire quoi. Et c'est vrai que c'était un truc qui lui avait déjà été reproché par moi-même ou par d'autres personnes pour son dernier Soleil amer, mais là, enfin c'est vraiment ça. Même si, c'est vrai que le fait qu'il y ait moins de clichés me fait me dire que quand même, peut-être qu'elle essaye, qu'elle a le souci de s'améliorer, ce qui est plutôt bien pour son cas. Cependant, je trouve que ce qui est un peu éloquent, c'est le fait que, en fait, je me dis, j'aimerais bien que par exemple Bégodeau lise ce livre et en fasse une critique, parce que je trouve que c'est vachement signifiant sur ce qu'il dit de la bourgeoisie cool, puisque c'est vraiment la lumière qu'il met sur l'émission au quotidien, c'est ça, que c'est le nouveau visage de la bourgeoisie qui se donne
un apparat un peu sympa, un peu cool quoi, enfin... Et que là en fait, on voit que derrière cette image qu'elle renvoie lors de ces émissions, ben il y a une certaine violence sociale, au niveau des personnages, au niveau de la manière dont son héroïne perçoit son entourage, perçoit les personnes autour, qui me fait penser un peu par exemple à De Vigan ou à Nathan Dever, quoi. Il y a déjà le fait d'avoir choisi une flic comme héroïne, c'est assez parlant. C'est genre le personnage avec le... Je pensais à la figure de l'écrivain aussi, mais c'est vrai que le personnage du flic, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ou justement, je crois que c'était Karine Thuil, c'était une juge. Il y avait Robert Diard, c'était comme elle, je crois, une avocate ou quelque chose comme ça. Elle n'est pas avocate, mais elle est chroniqueuse judiciaire. Donc il y a quelque chose à chaque fois du côté de la loi, du côté... pas du citoyen finalement, mais de l'autorité, que ce soit au niveau de la justice ou du flic, qui fait la part belle en fait aux discours qui sont dominants. Et donc là par exemple son héroïne, en parlant de sa fille, regrette qu'elle soit trop attirée par l'image, et en fait elle va faire l'histoire, parce que c'est un roman dystopique, donc c'est 20 ans, je sais plus, c'était en 2029 ou 2049, quelque chose comme ça, va tirer les ficelles pour savoir d'où vient oui, parce que en fait je parle de ce livre mais je n'ai pas raconté l'histoire. En fait on est sous l'ère de la transparence, puisque pour punir les crimes, il est venu à l'idée de certaines personnes qu'il faudrait que tous les murs disparaissent et que toute la ville, tous les endroits soient dans des grandes baies vitrées pour qu'on puisse tout voir et que ça empêche tout délit, toute violation d'avoir lieu. Et c'est parce que en fait c'est une sorte de MeToo poussé à son paroxysme, qui a eu beaucoup de meurtres, une sorte de purge après les premières dénonciations sur des hommes qui ont commis des viols et ce genre de choses. Et voilà, donc ça aboutit à ça, d'un côté une surrépression et d'un autre côté une surtransparence. Donc je disais que l'héroïne explique, enfin le narrateur héroïne explique que tout ça, ça serait un peu à la suite d'Instagram, à la fois du culte de l'image, des femmes qui montrent leur corps et ce genre de choses, selon l'autrice, pas selon moi, et d'un autre côté, le culte de la dénonciation, la cancel culture et tout ça. Et ces thèmes, en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que Lilia Hassen, avec Maya Mazorette ou d'autres chroniqueuses du quotidien, donnent une image très, très moderne, très ouverte sur les questions telles que MeToo, telles que le féminisme, mais finalement, quand on lit son livre, on voit qu'elle est assez rétrograde. En tout cas, par le biais de son personnage, ça amène une image assez rétrograde des conséquences d'une société qui ferait plus attention à ce genre de problème. Le fait de vouloir dénoncer ça puisse mener à des lynchages ou ce genre de choses, c'est quand même un truc qui irrigue beaucoup la littérature assez réac ou néo-réac, je dirais, par exemple Nathan Dever, ou une littérature un peu plus bourgeoise avec De Vigan ou Robert Diard. Et donc je trouve que c'est assez marrant en fait que Lilia Hassen, qui donne cette image pas du tout dans ces eaux-là, se situe finalement exactement dans le même sillon, dans le même sillage. Par exemple là quand elle parle de Instagram, dans les années 2000 déjà, je m'en souviens très bien. La mode était aux influenceuses beauté, ces filles aux mélange joués, payées par des marques pour s'extasier devant tout et n'importe quoi. À la différence des mannequins du passé, elle mêlait business et vie privée, se filmer des toilettes à la chambre à coucher. Comme chez De Vigan, on sent qu'il y a un mépris de classe en plus assez poussé, je trouve, pour les personnalités qui émergent des réseaux sociaux. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Comme Nathan Dever aussi, qui montrait que n'importe qui maintenant peut parler, et si n'importe qui peut parler, c'est qu'il y a une sorte d'horizontalité, qu'il n'y aurait plus le surplomb de certaines personnalités qui, en fait, on croirait que ce serait grâce à leurs études ou à leur savoir, mais souvent c'est plutôt grâce à leurs connaissances, grâce à la cooptation, grâce au réseautage, qui peuvent parler, qui ont la parole, qui peuvent donc orienter certains débats, et qu'ils regrettent finalement que maintenant n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet. Et que si n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet, n'importe quelle parole
peut se valoir. Et ça, il ne le supporte pas. Et en fait, Lilia Hassen est dans ce truc-là aussi. Sans compter le fait qu'elle vise principalement les influenceuses, il y a un côté sexiste là-dedans aussi. Le côté, oh, elles sont là à montrer leur cul. En gros, elle dit pas ça, mais on sent que c'est ça. À un moment, il y a la fille de l'héroïne qui est en train de faire du yoga ou je sais plus quoi devant des pompiers. Et comme il n'y a plus de baies vitrées, les pompiers peuvent la voir. Et la mère le lui reproche, et la jeune fille dit ah bah ils n'ont qu'à pas regarder ou quelque chose comme ça. Et on sent que Lilia Hassen à ce moment-là critique un certain féminisme qui pourrait, enfin ça pourrait presque participer si on était un peu l'esprit un peu jusqu'au boutiste, on pourrait presque dire que ce genre de truc qu'elle dit sans prendre du recul avec pourrait participer à la culture du viol, puisque c'est pas parce que elle-même c'est pas parce que la jeune fille fait du sport et que Enfin, en gros, il y a une inversion en fait de la responsabilité, et elle joue un peu avec ça, elle fait des petites blagues un peu sur... un moment donné, pareil, la jeune fille dit que si elle... Je sais plus exactement si elle est pas... si elle n'a pas réussi à avoir tel voyage ou telle note ou un truc comme ça à l'école, c'est à cause du fait que le prof a préféré féliciter un garçon. Et donc elle va dire oh le point de Godwin du féminisme. Enfin des petites blagues comme ça qui font assez réac, qui font assez bec BD en fait. C'est ça qui est marrant. Je dis pas après qu'il faut forcément faire une littérature de gauche ou faire une littérature qui serait pas rétrograde quoi en fait. Je m'en fiche. En fait on peut écrire, je l'ai déjà dit, sur tout ce qu'on veut, encore faut-il se donner les moyens de le faire bien. Et en fait, ce qui est aussi rigolo, c'est juste que ça va totalement au contre-pied de son image publique, quoi. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment moyen, en tout cas sur l'écriture, elle se donne vraiment pas les moyens d'aller au-delà des idées préconçues, des idées communes. C'est peut-être moins pré-pensé qu'avant. Peut-être qu'elle essaye de prendre... Je pense que ça peut être intéressant, le fait de je pense qu'elle essaie peut-être d'être l'avocat du diable aussi et de voir plusieurs points de vue et ce genre de choses pour peut-être, on va voir, remettre tout ça en question. Mais pour l'instant, elle le fait pas de la manière la plus intelligente, je trouve. Et encore une fois, comme avec Rouchon-Bory, les chapitres sont très courts, ce qui fait qu'on les termine rapidement et qu'il n'y a pas le temps d'installer aucune action possible en fait. Il y a rien, il n'y a aucune... J'ai l'impression que c'est une littérature à l'os un peu. Mais en attendant, je trouve qu'il n'y a pas de plaisir, ça dégouline pas, quoi. Je sais pas comment exprimer. Euh, un de vous m'a conseillé de lire Marelle de Cortázar et on voit la différence. On se dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe en fait de ça à ça, de quelque chose de très sensoriel, de très imagé, à quelque chose qui ne fait vraiment pas appel beaucoup aux sensations ou à l'imagination du lecteur, à son évocation, au pouvoir d'évocation des mots. Pourquoi on s'en sert de la manière la plus utilitaire possible? Pourquoi on n'essaye pas de faire un hors-texte, quelque chose qui... Rien ne vit en dehors de ce texte. Les personnages, pour l'instant, le sont... Je vois aucun fourmillement, enfin son lore, parce qu'on peut presque parler de lore parce que c'est un truc science-fiction, est extrêmement pauvre, extrêmement faible. Et c'est le défaut en fait un peu de cette littérature blanche qui se veut de genre à la fois. En gros, on peut pas... On peut pas... Je pense que c'est une facilité de se dire que parce qu'on va écrire dans la littérature de genre, on peut peut-être être moins exigeant avec la littérature, avec les mots, avec les phrases, mais en fait, non, enfin, c'est peut-être encore plus difficile, je pense, d'écrire un bon livre de genre, de science-fiction, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites, de polar, de n'importe quoi, de fantasy ou ce genre de choses. Il y a tellement de livres qui existent qu'il faut au contraire être excellent, je pense, et qu'il y ait une spécificité. Or, je crois que le principal défaut de Lilia Hassen, c'est qu'il n'y a aucune spécificité dans sa plume. Vous me dites c'est de Vigan, je ne serais pas étonnée, en fait, il n'y a aucune voix, il n'y a aucun style, il n'y a aucune personnalité. Oui, juste une page plus loin, elle continue en fait à s'enfoncer dans ce mépris de classe qui me fait vraiment penser à De Vigan quand elle parle des influenceuses. Une fois qu'elles avaient fait le tour d'elles-mêmes, après avoir vendu des crèmes et des plats cuisinés, des sèches-linges et des sèches-cheveux, après avoir vendu leur couple et les photos de leur mariage, elles faisaient des enfants pour conquérir de nouveaux marchés. Il fallait tout dévoiler, tout exposer, des échographies à l'accouchement, des premiers pas du fiston au premier plongeon de l'aîné.
Personne ne leur avait demandé leur avis à ces enfants. Mais le consentement n'est plus un sujet quand on fait d'une communauté virtuelle sa famille, quand on s'adresse à des inconnus comme à ses amis. Le truc c'est que, encore une fois, comme de Vigan, elle n'exprime à aucun moment la violence qui peut mener des jeunes femmes, souvent de classe populaire, à exposer totalement leur vie, leur intimité. Qu'est-ce qu'on leur a... Qui leur a vendu quoi? Qui en a fait un business model, quelque chose à suivre? Est-ce que c'est venu comme ça ex nihilo dans leur imagination, dans leur tête? Non. En fait, c'est la faute de qui? C'est la faute des classes dominantes qui ont fait ce genre de choses en sachant que ça allait avoir des parts de marché à la télévision. Que la télé-réalité n'est pas sortie de l'imagination de starlet ou de gens comme Loana ou de trucs comme ça. C'est des mecs qui se sont dit qu'ils allaient faire de l'argent en faisant ça. Et après, c'est des émissions justement comme Quotidien ou ce genre de choses qui vont inviter ces starlets d'un jour. Enfin, le quart d'heure de gloire dont parle Andy Warhol n'est pas sorti de nulle part. Il a été réfléchi, il a été instillé dans l'imaginaire collectif des gens aussi qui savent que s'ils veulent monter, sortir de leur classe sociale, il n'y a pas 36 000 solutions. Beaucoup de jeunes filles savent qu'en fait, en faisant de la chirurgie, en faisant ce genre de choses, en montrant, en se réinventant des avatars et des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, en gonflant un monde, en créant un et tout, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir se sortir d'un quotidien qui peut être difficile, qui peut... Enfin, je trouve que, en fait, ce qui me fait rire, c'est que quand elle parle de ce genre de choses, elle pense vraiment à ce genre de public de télé-réalité qui est de mauvais goût, en gros, c'est ça qui est sous-entendu. Mais des nanas comme, je sais pas moi, Jeanne Damas ou des trucs comme ça, ou Caroline de Maigret, des filles qui font la même chose, mais qui sont vues par l'intelligentsia parisienne comme des modèles à suivre, ben jamais on va leur reprocher de marchandiser leur vie privée. Donc c'est ça qui est assez amusant en fait. On sent, comme avec De Vigan ou comme avec Robert Diard, qu'il y a une sorte de mépris pour ces populations qui veulent s'extraire de leur classe d'origine, sans jamais essayer d'analyser les raisons pour lesquelles elles le voudraient en fait. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce que la société leur propose comme autre échappatoire quoi? Enfin c'est comme ceux qui vont justement se parler de délinquance ou de trucs comme ça en disant, par exemple quand je parle de Houellebecq, un des problèmes de Houellebecq, je trouve, c'est que souvent dans ses livres, il parle de la délinquance des quartiers ou ce genre de choses, comme il dirait, mais jamais sans essayer d'en analyser les raisons sociales. Pourquoi il y aurait plus de délinquance dans certains quartiers que dans d'autres? Quelles sont les solutions qu'on propose? Les parquets, en fait, hors des villes, et là, c'est exactement pareil, quoi. Donc c'est ça, je trouve que c'est marrant quand même comment on sent une violence sociale qui se transparaît du texte comme ça à fleur de peau, qu'on sent, qu'on tâte, qu'on palpe, et qui est assez parlante de ce que ces personnes-là, malgré derrière le sourire de façade, parce que je suis sûre que Lily Hassan serait très polie avec la prochaine nana de télé-réalité qui viendrait sur le plateau, et que peut-être même elle arriverait à poser des questions sur leur féminisme ou sur leur empouvoirment ou ce genre de choses, mais comment on voit vraiment ce qu'elle pense. Là, ce passage, pareil, enfin, c'est marrant, en fait, Lilia Hassan écrit vraiment comme un boomer un peu sur Facebook, quoi. J'avais aimé les livres. Le problème n'était pas que je les aimais plus, mais que je ne savais plus comment les faire fonctionner. Il n'y avait pas de bouton latéral, pas de mode veille. Enfin, franchement, va au-delà du lieu commun, de ces petites images à la con qu'on voit sur Facebook avec plein de gens qui commentent et qui disent « Oh oui, c'est bien vrai quand même !» Enfin, c'est n'importe quoi. Je me dis « Mais comment elle peut écrire ça en se disant que c'est très fin, très précis et que personne n'a jamais pensé à ça ?» Ce qu'on remarque en termes de style, en plus de ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il y a une grande monotonie au niveau des phrases, qu'elles sont toutes, pour la plupart, assez courtes, et qu'en fait, au niveau du rythme, il y a quelque chose d'assez saccadé, d'assez monotone, d'assez ennuyeux. En fait, il y a un manque de souffle, et souvent ce qu'on reconnaît dans une écriture qui se veut un peu plus pensée, un peu plus réfléchie, que le texte, que l'auteur essaie de réfléchir à son texte ou à la manière de véhiculer son message, enfin, se tenter qu'il y a un message à véhiculer, c'est une sorte de... On alterne souvent entre les différents rythmes, entre différents styles de langue aussi,
Et elle, c'est toujours sur la même note, sur ce côté assez journalistique, sur ce côté assez plat, assez ronronnant. Euh, Encore une fois, comme je disais, très fonctionnel, très utilitaire. On va droit au but et on ne s'amuse pas, il n'y a aucun hors-champ, comme je disais, aucune digression, aucun... Elle, c'est comme... Je vais peut-être encore me répéter, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu dissertation, elle va faire le taf, elle va pas aller au-delà, quoi. C'est bon. Je te disais, c'est chiant. Et pourquoi? Hein? Ça parle de quoi? Je t'ai dit déjà, tu sais, enfin en gros là, Mais les qu'est-ce gens... qui est chiant? Ce qui est chiant, c'est la manière dont c'est écrit, c'est nul, t'as rien... Enfin franchement, tu vois, c'est... Y a rien de... Tu vois quoi? Hein? Non, je vois pas. Non mais genre, en fait, tu vois, je trouve que c'est à la fois c'est inintéressant, je trouve que l'histoire est pas très bien construite, donc t'as aucun intérêt pour les personnages, tu t'en fous de ce qui va leur arriver, tu vois. Comme c'est fait souvent, quand c'est nul, c'est souvent un peu comme ça, tu vois, tu t'en fous de ce qui va leur arriver. Mais là t'as ça, mais en plus de ça, le style est nul, tu vois. Genre Rouchon-Bory par exemple, il me semble que tu t'en foutais aussi de ce qui allait leur arriver, mais que parfois c'était un peu bien écrit, tu vois. Et là, ce qui me fait rire, c'est qu'elle, c'est vrai qu'elle a fait Cannes, Hippocagne, etc., tu vois, que je crois qu'elle est souvent vue, souvent quand il parle, je me rappelle plus, mais il y avait un invité à un moment au quotidien qui lui a dit oui, vous qui êtes une lettrée, ce genre de truc, tu vois. Elle donne cette image de quelqu'un qui aurait fait des lettres classiques, tu vois, qui Ouais. aurait vraiment les connaissances. Donc je pense qu'elle a peut-être les connaissances théoriques, tu vois, mais j'ai l'impression qu'elle, comme je te disais ce matin, tu vois, j'ai l'impression qu'elle lit pas beaucoup. En fait, ça, tu sens pas l'amour, tu vois, du mot, l'amour de cette chair, tu vois, du côté charnu de la littérature, tu vois. Et comme je te disais là, comme j'étais en train de lire Cortázar, tu vois, tu sens le goût du chocolat, tu sens la poussière, tu sens tout ça, tu vois. Et elle, en fait, c'est vide, tu vois, le truc là du White Room Syndrome, c'est encore ça, tu vois. Il n'y a aucun espace, il y a aucun... Non seulement il n'y a aucun hors-champ, mais même dans le plan qu'elle fait, bah, c'est vide autant que les espèces de cages blanches là et en verre qu'elle essaye de décrire, quoi. D'accord. Donc c'est nul. C'est nul. Non mais je veux dire, tu vois, je me rappelle, tu vois, Le Tellier, quand je l'avais lu, j'avais trouvé que c'était aussi pareil, tu vois, que c'était un peu... Du coup, elle va sûrement gagner le concours, tu vois. Pas sûr. Hein? Pas sûr. Je Bon, te vois. là, c'est bon. Tu vois, normalement, Donc, ça tu vois, j'ai s'écrit là. décidé, là comme ça, tu vois, alors que je ne suis qu'à la page 50, je pense que je vais lui mettre 7 sur 20. Ok. Parce que, tu vois, j'avais mis 5 sur 20 avant, Ouais. sur son dernier, Ouais. mais tu vois, elle met moins de clichés, tu vois. D'un côté, le style s'est un tout petit peu amélioré, Ouais. mais ça vaut pas assez, tu vois, je trouve, pour avoir la moyenne. Il y a pas mal de redondances, par exemple dans le fait que plusieurs personnages vont parler de leur passé pour justifier le fait que les murs deviennent transparents. Et donc on a l'impression que les personnages sont tous un peu dessinés sous le même archétype, c'est-à-dire leur manière de parler est assez ressemblante, on aura du mal à distinguer qui parle dans les scènes. Là c'est Victor Joannet, je crois, qui est une sorte de... C'est grâce à lui, je crois, qu'est venue cette nouvelle loi pour les murs transparents. Et l'héroïne aussi, qui est flic, va dire la même chose par rapport à sa mère qui l'a frappée. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, pas beaucoup de polyphonie, je trouve. Elle n'a pas beaucoup réfléchi à comment les faire vivre, comment faire des destins différents. On a l'impression qu'ils sont tous copier-coller un peu sous le même modèle. J'allais éteindre. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'intrigue suit finalement une sorte de polar un peu classique où on va aller de portrait en portrait pour voir qui pourrait être le principal suspect dans la disparition, puisque c'est aussi ça, il y a cette histoire de dystopie, mais il y a aussi la disparition de toute une famille sur laquelle l'héroïne enquête. Donc on va essayer de voir tous les suspects. Et c'est classique et en même temps je trouve que c'est un peu décousu, c'est un peu, on a du mal. Je trouve que les polars qui arrivent à peu près à, en tout cas pour moi, à attiser un peu d'intérêt, c'est quand il y a aussi des portraits humains intéressants, des portraits précis, des portraits qui sont... on voit en fait les failles de l'humanité, différentes failles possibles, que ce soit les liaisons, la maltraitance, ce genre de trucs. On les voit, mais d'une manière qui est universelle, et là en fait ça ne l'est pas, c'est tellement en surface que à aucun moment ça rentre vraiment, ça fait que effleurer le sujet, ça n'y rentre jamais, ça se salit jamais les mains. J'avais dit, je crois pour Karine Thuil, que c'était une littérature en fait qui est très prudente, qui ne veut pas vraiment plonger dans la noirceur humaine, peut-être par peur de s'y reconnaître,
Et là, pour Lilia Hassen, c'est exactement ça, elle est dans une position très surplombante, et voilà, elle prend jamais le temps de vraiment nous y intéresser. On s'en fout encore une fois de ces personnages, de ce qui va leur arriver. Il y a très peu d'intérêt, franchement pour l'instant, je trouve que c'est difficile à lire dans le sens où j'ai pas envie de savoir la suite, je me force pour terminer. Je prends pas de plaisir, ni littéralement ni au niveau de l'intrigue, j'ai envie de savoir ce qui va arriver. J'ai l'impression que en fait on va suivre cette structure un peu en étoile qui va certainement nous rejoindre vers la solution d'une manière assez basique. On voit des fautes de débutants, par exemple quand elle explique, elle surexplique l'état d'esprit des personnages au moment où ils parlent, ce qui fait que rien que d'une manière pour un polar, en fait on va de suite voir qui est suspect et qui ne l'est pas, à la manière, à la nervosité qu'il a, à la colère qui affleure, à ce genre de choses. Et donc plutôt que de dire elle est furieuse comme elle fait, ou de dire oh il lui caresse le bras d'une manière amicale, ce qu'elle fait, il faudrait montrer plutôt la palette, les différentes palettes d'expression du corps, vraiment regarder autour de soi, observer les différentes manières des gens, sans forcément toujours les expliquer, les analyser, essayer de peindre en fait vraiment l'humanité plutôt que de faire de la psychologie, essayer vraiment d'être comme une caméra et voilà, de poser son truc et de faire un tableau d'ensemble de comportement humain. Comme le livre d'Émilie Guillaumin, les personnages qui sont pour elle des antagonistes sont montrés de manière très négative. Il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune subtilité dans sa manière de les dépeindre. Par exemple, le mari volage de l'héroïne. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'elle dit oui, mon mari est volage. Et je vois très peu de femmes écrire ça comme ça, ou le dire comme ça, souvent. Ce mari est aussi un père méchant, et donc quand il va parler de sa fille, quand il va lui parler, il va lui dire qu'elle est grosse, et que c'est comme ça, et que ça ne peut pas changer, ce genre de truc. Enfin en fait c'est un connard, mais sauf que je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant si ça avait été plus insidieux. En fait, je crois que le problème, c'était comme pour Rouchambori, c'est qu'on veut tellement aller rapidement, tellement être efficace, qu'on n'instille aucune situation, aucune gradation dans la noirceur, dans la complexité humaine. C'est toujours ce truc de on veut que le lecteur aille exactement là où on veut qu'il aille. On veut être sûr de bien lui tenir la main et qu'il pense ce qu'on veut qu'il pense, et ça je trouve que c'est nul. Parce que en fait la littérature c'est justement aussi de... Je dis souvent la littérature c'est, mais bon. La littérature c'est aussi de vouloir de vouloir parfois exprimer des choses qui sont incompréhensibles à nous-mêmes, des affects humains qui peuvent être inexprimables, inexplicables. Sauf que lui, comme il est que négatif, je trouve que ça va pas beaucoup plus loin que Émilie Guillemin qui faisait la même chose, quoi, avec son personnage de Marie, et que du coup on a quelque chose d'un peu presque enfantin, de puéril dans la description des comportements. C'est très intéressant comme j'ai dit, parce que là, comme vous savez, elle est flic, et qu'à un moment donné, on va lui parler d'un personnage, et donc on va lui dire quelque chose qui est un peu suspicieux, et donc notre héroïne va mettre entre parenthèses « je note l'information dans un coin de ma tête », sans montrer trop d'intérêt pour son enquête administrative. Enfin, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, justement, c'est n'importe quoi. Elle est là tout le temps à nous surligner, nous préciser, nous tenir la main, nous dire ce qu'il faut penser, nous dire « oh là là, attention, je mets la lumière là, vous avez vu, c'est un peu suspect ça ». C'est rigolo parce qu'en ce moment je suis en train de regarder Twin Peaks, la série de David Lynch, et qui est une sorte de polar. Au lieu que ce soit science-fiction, ça va être plutôt fantastique. Et ce qu'il arrive à faire par le biais de cette série, c'est ce que justement n'arrivent pas à faire tous ces auteurs qui essayent de se faire un petit polar comme ça, une petite enquête, parce que c'est assez facile de faire quelque chose de... pourrait être vu comme addictif, sauf que là ça l'est pas du tout, par le biais d'une enquête, quoi. Et il y arrive justement en instillant sa personnalité, en instillant sa bizarrerie dans le texte, en instillant encore une fois beaucoup de scènes qui sont là pour rien d'autre que d'être là, en fait, d'exister.
qui a un certain regard sur ses personnages. C'est ça, c'est un bon livre, c'est souvent aussi des personnages, pas forcément un héros, mais c'est l'amour de montrer chaque facette de l'humanité, ce qu'elle ne fait pas du tout, quoi. Regardez plutôt Twin Peaks que lire ce livre. Page 92 sur le format e-book, on explique enfin le titre qui s'appelle Panorama. C'est parce que le chef des flics en fait a une vue panoramique grâce à ses baies vitrées. Donc voilà, le panorama, je pense que son truc c'était je vais montrer le panorama de l'humanité, de tous les comportements humains, quelque chose comme ça. Ça doit être ça qu'elle a dû se dire, je pense. Je repars encore dans les phrases très courtes pour vous montrer un peu ce que ça fait. David continue de m'insulter. Les lumières rouges s'allument. Il boit un dernier verre avant de s'endormir. Ses paroles me lancent comme une rage de dents. Et il y a quelque chose d'extrêmement frustrant en fait quand on lit ce genre de littérature qui ne prend pas, qui n'a aucun... Quand je parlais de Gennada et que je disais qu'il fonctionnait un peu par gonflement interne, par implosion un peu on sent en fait que c'est... Il écoute son instinct au moment où il écrit, et que même si ça fuse, ça passe peut-être du coq à l'âne et tout, moi je trouve que c'est ça qui est puissant souvent. Et que là, oh j'ai dit puissant, et que là en fait, il y a cette ambition, je pense, de vraiment aller à l'essentiel, et qui n'écoute pas cette petite intuition qu'on peut avoir parfois, et qu'il faut essayer d'écouter, de bizarreries, de choses un peu qui passent par leur norme un peu, par la... En fait, comme pour beaucoup d'auteurs, il y a quelque chose de très calibré, de réfléchi un peu, pour plaire au plus grand nombre, et en plus à des gens qui vont être... Puisque il faut dire quand même que ce livre est édité chez Gallimard dans la collection blanche, les gens qui vont l'acheter auront l'impression d'acheter un livre de littérature vraiment avec un grand L, et donc quand tu achètes ça, tu es content parce que tu peux le montrer, en même temps le laisser traîner sur ta table basse quand tu as des invités, ce genre de truc, et tu passes pour quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Sauf que ce n'est pas le cas, enfin c'est pas parce qu'on lit ça qu'on l'est, c'est comme lire Funkinos. Et je trouve que Gallimard c'est un peu... il y a des exceptions évidemment, mais ils éditent quand même des textes qui ne mériteraient presque pas d'être édités. J'ai lu pas mal de textes, depuis quelques années, j'ai eu des textes auto-édités et j'ai eu des textes édités, et celui-ci il me fait penser à certains textes auto-édités qui ont été assez pénibles à terminer parce que ça a un côté, ça manque en fait de maîtrise, ça manque de... On sent qu'elle ne tient pas tous ces nœuds d'intrigue d'une main de maître, quoi, que ça ne... C'est pas vraiment que ça s'éparpille, parce que ça pourrait être intéressant si ça s'éparpillait, mais c'est des petits fragments de choses qui ont du mal à s'emboîter les unes avec les autres et qui restent toutes vraiment en surface. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est l'ambition de décrire les différentes classes sociales, mais c'est quelque chose quand même qui reste encore une fois assez en surface, qui pourrait faire penser aux dystopies un peu type Hunger Games et ce genre de trucs, avec des classes qui sont très cloisonnées les unes entre elles, avec un centre-ville qui est le centre florissant, et autour, et encore plus autour, en périphérie, les classes qui sont de plus en plus pauvres. Donc ça pourrait être intéressant, en fait on voit qu'il y a une ambition de montrer une injustice, d'un autre côté on sent qu'elle est tellement... elle méconnaît tellement les classes les plus pauvres qu'elle en fait quelque chose de très... On a l'impression que c'est Sin City, un peu c'est la ville du vice, la ville de la luxure et de la drogue et de tout ça. Parfois je me dis j'aimerais bien qu'il y ait plus de Nicolas Mathieu, qui écrirait mieux peut-être, et qui pourrait faire quelque chose d'un peu plus réaliste sur les différentes classes sociales, parce que là, en gros, sur la classe moyenne, c'est quelque chose de très plan-plan, c'est elle avec son mari et tout, et on sent que c'est le crédit et ce genre de trucs, mais moi je veux vraiment voir des choses concrètes, je veux voir quel genre de journaux ils lisent, je veux voir quel genre d'émissions télé ils regardent, je veux voir comment ils s'habillent, et pareil pour les classes les plus pauvres, c'est un peu mensonger quoi, on a l'impression que voilà quoi, qu'il y a un côté on veut pas se salir, on veut pas essayer de voir qu'est-ce qui se passe.
chez ces gens. Comment ils vivent. Moi, je veux voir comment ils vivent. Et encore plus si c'est un côté dystopique. Je pense qu'elle peut prendre des libertés qu'elle ne pourrait peut-être pas prendre si c'était quelque chose de plus réaliste. Et au lieu de le faire, ben en fait, les gens servent juste de décor, quoi. Ça sert juste d'ambiance, quoi. De musique d'ambiance, presque, on a envie de dire. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Je trouve que ce qui est curieux aussi, c'est de faire un lien direct entre démocratie directe et punition. Entre le fait en fait que le peuple qui se gouvernerait lui-même, c'est ce qu'elle sous-entend, en viendrait directement à des excès, à une justice expéditive, punitive, quelque chose de voilà, enfin une sorte de purge, qu'on enlèverait, qu'il y aurait une forte injustice, alors qu'en fait, pourquoi de suite faire entrer le thème de la punition, le thème de... Pourquoi le peuple ne se gouvernerait pas lui-même vers quelque chose de plus noble en fait que juste punir les indésirables, quoi. Je comprends pas en fait, on a l'impression que le seul truc qui anime les gens c'est d'espionner les autres et de les récompenser ou pas, et aussi une peur encore un peu bourgeoise de la population, quoi. De ses excès, de ce qu'elle pourrait, de son côté éruptif. Et comme je disais, on sent que c'est le côté, je crois qu'elle le dit en plus à un moment, le populisme et ce genre de truc, quoi, que ça lui fait peur. J'ai l'impression que c'est encore une fois assez simpliste, que c'est juste une manière en fait de suivre, de faire son truc de science-fiction, mais je pense qu'il aurait fallu qu'elle fasse beaucoup plus de règles, que son monde soit beaucoup plus riche, qu'on voit que, ok, peut-être que les murs sont transparents et tout, mais à côté de ça, je sais pas moi, les gens peuvent avoir des primes de ceci, de cela, de nanana, enfin, n'est pas auteur de science-fiction n'importe qui.